Salut, bienvenue sur le feedback. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial qui vient directement de Lille pour être sur le podcast et vous expliquer DCG, DSCG et on va aller même plus loin cette fois-ci parce qu'on va aller jusqu'au deck et au-delà du deck. C'est parti. Aujourd'hui, c'est Quentin Stéphaniac, enchanté. Enchanté. Merci beaucoup d'être venu sur notre podcast Le Feedback pour partager toute ton expérience depuis donc le DCG et donc avec un beau chemin et un long chemin déjà accompli et parcouru. Bravo déjà. Merci, merci beaucoup. Alors, donc, j'aimerais qu'on commence, qu'on remonte le temps. Ça va te faire remonter un peu loin. J'aimerais que tu nous parles de comment tu es arrivé déjà au DCG. Et ce que j'aimerais, c'est que tu expliques ce qui t'a donné envie de venir en DCG. Alors, donc si on remonte le temps, ouais, effectivement, on est, pour moi en tout cas en 2014, post-bac, au moment du bac, on doit choisir sa filière. Et me concernant, j'avais envie de partir sur, j'avais une idée du métier, j'avais envie de partir sur un métier un peu prescripteur, je sais pas si on peut le décrire comme ça. Donc j'hésitais entre, c'est bête, hein, mais entre la médecine et le métier d'expert comptable. Et au final, il y a des similitudes, il y a pas mal de points communs entre ces deux métiers. Et voilà, j'ai choisi la filière, ne sachant pas finalement à quoi correspond concrètement le métier avant. C'est ça aussi la particularité, c'est qu'on est au moment du bac, on ne sait pas ce que ça va ressembler, à quoi ça va ressembler, à quoi va ressembler le métier après. Et donc après, je me suis plu finalement dans la filière. Donc c'est dans cet esprit-là aussi que j'ai choisi le DCG. Alors, c'est marrant parce que tu as dit, c'est un peu bizarre, j'hésitais entre médecine et expertise. Et en fait, c'est pas bizarre. Il y a beaucoup d'étudiants qui hésitent, qui commencent, alors souvent PACES, et qui, en fait, vont se réorienter donc en DCG. Et moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui ont fait ce chemin-là, et donc qui ont commencé par médecine, et qui sont venus donc en expertise. Donc, ce qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de points communs, peut-être dans le mode de raisonnement, dans la précision, l'apprentissage. Dans le positionnement du métier, je pense, hein, c'est surtout ça. On est prescripteur, on n'endosse pas la responsabilité du dirigeant en étant expert comptable, au même titre que quand on est médecin, on n'est pas son patient, quoi. Mais pour autant, on se met à sa place. Et c'est dans cet esprit-là, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Un métier plein d'empathie, en fait. Complètement. C'est cool. Comment est-ce que tu as découvert, parce que moi, par exemple, quand j'étais étudiante, mais jamais, je ne savais pas qu'il y avait des experts comptables sur la planète. Et donc, toi, comment tu savais que ça existait un expert comptable ? Alors, ça c'est une bonne question. J'ai commencé à le voir, je pense, en regardant du contenu à la télé, en me renseignant aussi, de par aussi le choix de la filière. Et moi c'est bête, hein, mais j'ai regardé un peu Bernard Tapie, les affaires qui ont pu tourner autour de lui, qui était entouré finalement aussi quelque part d'experts comptables. Voilà, un ensemble finalement de contenus qui me permettait de savoir à quoi ressemblait le métier, quoi. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai choisi. Oui, parce que le podcast existe notamment pour faire mieux connaître peut-être notre filière DCG, DSCG et bien sûr DEC pour certains des candidats qui rentreront dans la filière. Et donc je me demande toujours comment est-ce qu'on découvre et on a conscience, connaissance et envie de rentrer dans une filière des métiers du chiffre. Je pense que c'est un fait. Je pense que tous les entrepreneurs ne sont pas forcément à l'aise avec l'aspect financier de leur entreprise, et donc ils ont besoin de quelqu'un qui s'y connaisse. Donc je pense que c'est avec quelqu'un qui s'y connaît que l'entrepreneur, peu importe lequel, que ce soit une petite entreprise ou une multinationale, que cette entité se fait accompagner, quoi. Très bien. Donc, tu as fait ton DCG, tu l'as fait en initial ou en alternance ? En initial. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi l'initial ? J'avais pas la possibilité de choisir en alternance, j'avais pas en tout cas proche de chez moi, de filière en alternance, en DCG. Donc j'ai choisi en initial, il y en avait
pas beaucoup dans la métropole lilloise, donc je me suis limité à un établissement. Ok. Est-ce que c'est un choix que tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir fait d'alternance en DCG? Aujourd'hui, l'alternance, c'est très tendance, c'est très, très développé. Est-ce que toi, aujourd'hui, sur un jeune qui te contacte et qui te dit, ben voilà, Quentin, je suis en train d'hésiter, DCG initial, DCG alternance, qu'est-ce que toi, tu lui réponds? Je réponds que l'alternance, c'est d'abord une force, je pense. Ça, c'est une évidence. Quel que soit le niveau, le diplôme qu'il y a derrière, l'alternance, c'est une vraie force. On acquiert des connaissances, d'une part, et on se fait une expérience du métier, d'autre part. Donc, peu importe le diplôme qu'il y a derrière, c'est une force. Donc, je pense que moi, je me tournerais vers une alternance si j'étais à sa place. Mais il y a beaucoup plus d'alternance en DSCG, je pense, hein, ce qui était déjà le cas pour moi. Mais c'est aussi le cas encore maintenant. Ok. Est-ce que, parce que bon, l'alternance, c'est quand même super exigeant. Les étudiants ont moins de temps pour forcément travailler leurs cours. Est-ce que tu penses que ça peut... quel conseil on pourrait donner à un étudiant de DCG qui commence donc la formation supérieure en alternance pour prendre le moins de risques possible et avoir donc le maximum de chances de réussite à l'examen? Je pense qu'il faut, c'est toujours pareil, hiérarchiser les priorités. Je pense que c'est vraiment la devise à avoir. On se retrouve souvent avec des responsabilités professionnelles, on se retrouve peut-être noyé dans ces responsabilités. Et la réalité, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel, c'est que la priorité, ça reste le diplôme. C'est pas du tout le métier le métier qu'il y a derrière, le travail qu'il y a derrière. Donc le travail, c'est aussi d'avoir toutes les connaissances et de réussir le diplôme à la fin. La finalité, ça reste le diplôme. Donc qu'on excelle du côté professionnel, c'est super, mais arriver à l'échéance, c'est du côté de l'examen, du diplôme que c'est important. Ok, donc on lui est très clair, on n'oublie pas de prioriser, de hiérarchiser et de ne jamais oublier le focus. Mon objectif, c'est mon diplôme. Exactement. Ok, très bien. Alors, on va revenir sur ton DCG, fait en initial, donc dans un lycée, donc à Lille. Est-ce que tu peux nous parler de ces années, ces 3 années de formation en initial, les UE par exemple, qui ont été pour toi tes meilleurs potes, vraiment avec qui tu as kiffé? J'ai pas d'UE particulière dans lequel j'ai excellé. J'étais, on va dire, relativement constant sur toutes les UE. Donc, j'ai plus d'appétence, on va dire, sur les examens qui tournent autour du chiffre, hein, donc finance, comptabilité, contrôle de gestion. Mais au final, le rendu à la fin, c'est que j'ai eu à peu près les mêmes résultats partout. Ok, donc toi, tu as un parcours, des résultats très homogènes, mais tu as quand même une appétence particulière pour les UE de compta pro, finance et contrôle de gestion. Exactement. Le cœur de métier quand même, donc assez cohérent par rapport à ton choix de filière. Complètement. Okay. Est-ce que tu as travaillé les UE de la même manière? Est-ce que tu as mis la même énergie pour travailler donc ces UE quanti, les UE juridiques et puis les UE sur l'axe managérial? C'est ça, il y a vraiment trois groupes d'UE qui se dégagent, hein, et je pense qu'à chaque groupe, c'est bien dit, il y a une méthode de travail, il y a une rigueur qui n'est pas la même à chaque fois en fonction de ces groupes. Les matières quanti, effectivement, je pense que ça se travaille vraiment en pratique. Donc en faisant des exercices, en les corrigeant, en les refaisant, la répétition fixe la notion. Donc c'est grâce à ces exercices qu'on s'entraîne et qu'on devient meilleur dans ces épreuves. Les matières juridiques, là ça se rejoint aussi, c'est aussi par des exercices, par des cas pratiques, mais forcément ça reste un peu plus théorique. Et là, pour les matières managériales, économiques, on est vraiment sur du cours pur, donc sur de la théorie. Ces 3 manières d'apprendre sont complètement différentes et 3 manières de réviser aussi. Donc voilà. Ok, très bien, très clair. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de la répétition. Hein, cette importance de la répétition pour bien ancrer, pour aussi bien comprendre les contextes et être capable donc de bien orienter sa réponse et le rôle de la répétition. Alors il y a une question que je pose régulièrement, c'est fiche ou pas fiche?
Je suis plutôt fiche quand même, même flashcards même. Alors, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as fait tes fiches ou tu as acheté des fiches? Un mélange des deux. Des fois, je me retrouvais enfin, je trouvais un confort d'acheter une fiche déjà faite. Donc, finalement, voilà, ça nous aide en tout cas à avancer. Mais des fois, je les trouvais imparfaites. Enfin, en tout cas, selon mon point de vue. Donc, finalement, ou alors je l'achète et je la modifie. Enfin, ça peut se retrouver aussi comme ça. Ok, très clair, c'est important aussi parce que je pense beaucoup d'invités mettent l'accent sur les fiches. Donc ceux qui font leurs fiches, ceux qui achètent des fiches, ceux qui annotent les fiches, et voire même quand on a fait sa propre fiche, on finit par annoter sa fiche au fur et à mesure qu'on avance, qu'on comprend, ou qu'on se dit « Ah mince, j'ai oublié ça, hyper important, on fiche ». Ok, est-ce que tu as tout fiché? Est-ce que pour toi, sur les 3 axes, donc la partie chiffres, épreuve chiffrée, épreuve juridique, épreuve plus écomana, est-ce que tu as fiché pour tout? Non, je dirais pas ça parce que, encore une fois, la partie quanti est beaucoup plus difficile, en tout cas à afficher, je pense, si je reviens sur le vocabulaire. Tandis que justement, les parties économiques, managériales, là prennent tout leur sens, en fait. Donc, enfin, encore une fois, je pense qu'on a chacun son point de vue, chacun sa manière d'apprendre, et donc chacun finalement doit avoir sa fiche à son image, je pense. D'accord, ok. Tu as parlé flashcard. Parlons flashcard. Tu t'es fait tes flashcards? À l'époque, non, je trouvais pas ça enfin, je trouvais pas ça indispensable à mon sens, alors que maintenant, oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer? La manière d'apprendre en fait. Donc là, on va en parler peut-être après, mais je suis en train de préparer l'agrégation et enfin, je me suis mis dans cet esprit de transmettre et de savoir comment on obtient une connaissance, comment on la retransmet aussi. Donc quelque part, la flashcard, ça répond aussi à cette problématique. Donc je me retrouve finalement dans l'expérience que j'avais pas avant d'avoir des outils adaptés en tout cas pour l'enseignement. D'accord. Donc là, tu penses par contre que c'est un bon outil complémentaire que d'avoir des flashcards pour apprendre différemment, avec du coup des questions plus fermées et des réponses plus rapides. Voilà, ok. Et surtout, donc, toujours répéter avec cette notion de répétition qui revient et cette notion de voilà, je sais pas ce qu'il y a dans ma flashcard, ok, du coup je répète la notion jusqu'au moment où elle vient par usure. Ouais, ok. Ça marche, très très clair, ok. Mythe ou réalité, le DCG, c'est difficile? Non, je pense qu'il faut se donner les moyens, ça c'est une évidence, mais comme tout diplôme, je pense, c'est pas c'est pas une difficile au global. Si on retrouve une difficulté, c'est dans certains axes qu'on a décrits justement précédemment. Peut-être qu'on peut le retrouver, du coup, on peut se retrouver en difficulté sur des matières juridiques, j'en sais rien, mais pour autant avoir beaucoup d'appétence dans d'autres axes. Donc non, je pense pas qu'il faut se cantonner à juste le diplôme au complet est difficile, c'est pas le cas. D'accord. Donc un message très rassurant. Oui. Ok. Tu l'as sorti comment ton DCG? Combien de moyenne à peu près? Dans les 14 à peu près, 13, 14, très constant par épreuve, peut-être une que j'ai réussi, une autre que moins, mais... Ça te fait ça. Donc ça fait quand même une très belle moyenne. Une très belle moyenne à 14, franchement, bravo. C'est un beau DCG. Ouais, vraiment, en plus en étant assez régulier, ça veut dire que tu n'as pas sacrifié du E. Et donc je trouve que c'est important parce que ça permet aussi, je pense, de mieux appréhender le DSCG avec un socle bien solide pour pouvoir appréhender les 7 UE du DSCG qui reposent quand même sur nos UE du DCG. Dans le référentiel du DSCG, le premier élément qui est en gras sur le programme, c'est de connaître d'avoir toutes les connaissances du DCG. Donc oui, pour moi, c'est indispensable si c'est pas d'avoir excellé à l'épreuve, au moins d'avoir un socle de connaissances sur l'épreuve. Et je pense qu'on va le répéter tellement c'est important. En DSCG, on considère que tout le DCG doit être acquis. Et effectivement, tu l'as bien dit et rappelé, c'est écrit, donc tel quel, dans tous les programmes du DSCG, c'est écrit, tout
tout le DCG, tout le contenu DCG doit être maîtrisé et acquis. Voilà, et effectivement, et c'est très très fort, c'est hyper important, parce qu'effectivement, ceux qui auront fait des impasses, qui auront fait des calculs, des arbitrages, risquent de payer en DSCG un manque de travail ou des choix qui en fait vont les poursuivre donc en DSCG. Complètement. Ok. Donc ça veut dire que quand on est en DCG, DSCG, en DCG, il faut déjà penser à se projeter. C'est sûr. En fait, souvent, on pose la question, quand vous rentrez en DCG, pourquoi vous avez choisi la filière. C'était d'ailleurs la question tout à l'heure. Mais moi, la première des questions que je poserai en tant qu'enseignant, c'est qu'est-ce que vous allez faire après? C'est surtout ça, en fait, la grande question. Qu'est-ce que vous allez faire après le DCG? Il y a peut-être un second diplôme derrière, où la finalité, souvent, de la filière, ça va jusqu'au DEC. Mais quel métier vous pensez faire après? Donc là, c'est une question beaucoup plus difficile, en tout cas à répondre, que celui qui de simplement répondre à pourquoi j'ai choisi la filière. Donc l'important, c'est la suite. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Qu'est-ce qu'on se projette de faire après le diplôme? Les diplômes, c'est la grande question. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais, par exemple, bon, c'est difficile de se projeter quand on est jeune, je pense, et quand on commence, c'est hyper difficile, je trouve. Qu'est-ce que tu réponds et qu'est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qui rentrent en DCG vers quoi ils peuvent se projeter? Ils peuvent, déjà, par l'intermédiaire des stages, de la pratique professionnelle, s'ils sont plus en alternance, c'est merveilleux. Ils ont une vision de ce que va représenter sur le terrain l'application des connaissances qui sont en train d'apprendre. Donc, de se référer à cette mise en pratique, c'est, je pense, la meilleure référence à avoir. Après, peut-être que ça leur convient pas, tout simplement. C'est possible aussi. Peut-être qu'ils ont eu cette image du métier par l'intermédiaire de leur pratique professionnelle. Ça ne leur va pas, ça ne leur convient pas. À ce moment-là, il faut réagir. Je pense que là, ça devient de l'orientation plutôt que de l'apprentissage. C'est de changer de filière, ça devient du coup indispensable. On n'est pas figé dans une filière. Je pense que c'est ça aussi la force du DCG, c'est que c'est des compétences quand même qui sont assez polyvalentes, multidisciplinaires. Donc, si on se sent dans un inconfort, il faut savoir réagir. Oui, je suis d'accord aussi. Vers quoi on peut se projeter quand on est en DCG? Donc, bon, bien sûr, il y a la ligne qui va tout droit, qui est donc le DSCG puis le DEC. Quelles sont les autres possibilités pour un jeune en DCG, donc qui doit se dire « Ah ouais, je pourrais faire ça. Je pourrais faire quoi ?» C'est une bonne question. Alors là, je n'aurai pas forcément toutes les réponses et je pense que personne n'a vraiment toutes les réponses. La réalité, c'est que on se retrouve, je pense, avec, en fonction de quand on s'arrête au DCG, on se retrouve avec des connaissances dans certains domaines. Donc peut-être qu'il y a des passerelles ou pas, d'ailleurs, avec d'autres filières. Le droit, je pense au droit notamment, qui est un des axes aussi du DCG, mais pas que. Donc de savoir réagir, de savoir se réorienter quand il faut, c'est aussi quelque part une force, une forme de résilience aussi. Oui, ok. Très clair, très clair. Tu as passé l'UE 13, communication professionnelle. Oui. Est-ce que tu peux parler de cette épreuve, qui était une épreuve un peu originale par rapport aux autres épreuves du DCG, puisque c'est la seule du DCG qui prévoit un oral? Est-ce que tu peux nous parler de cette UE 13? Donc, si je décompose l'épreuve, finalement, c'est un mélange de le rapport de stage en tant que tel, la partie rédactionnelle, pour lequel du coup on doit avoir une certaine rigueur de rendu, en tout cas d'un devoir fait sur le long terme. C'est ça la particularité de cette épreuve. Finalement aussi, c'est peut-être d'ailleurs la seule des 12 autres qui s'inscrit sur la durée, en tout cas dans sa composition. Et le fait, la première des difficultés, c'est de savoir la construire, de construire son rapport de stage. Seconde difficulté, c'est effectivement l'oral.
c'est tout un art, je pense, l'art oratoire. On en parle aujourd'hui, justement. C'est une grande difficulté de savoir exprimer avec la parole ses pensées. On n'a pas, quand on est à l'oral, on n'a pas de gomme. On n'a pas de possibilité de revenir sur ses paroles. C'est dit, c'est dit. Donc, la préparation de l'oral, elle est indispensable. Donc, comment on prépare l'oral? Alors, normalement, si on est préparé dans un établissement, il y a forcément des enseignants qui préparent à cette épreuve. Mais quand on est seul, ça devient plus compliqué. Donc, c'est là qu'il faut se faire accompagner finalement aussi. Ok. Tu penses qu'en DCG, donc, c'est important d'être accompagné? Oui, et pas qu'en DCG d'ailleurs, surtout pas en DCG, surtout pas qu'en DCG. Ok, donc ça c'est quelque chose qui doit nous suivre aussi. Réfléchir quand on s'oriente en DCG et après à avoir une structure ou des personnes qui vont bien nous accompagner. Exactement. Ok, donc ça je pense aussi que c'est un excellent conseil. Attention, on prend le temps. Comment toi par exemple tu as pris le temps ou en tout cas comment tu as su que tu étais bien accompagné? Comment tu as fait pour être bien accompagné? Je me suis référé d'abord aux enseignants dans l'établissement dans lequel j'étais. C'était d'abord eux mes référents, on va dire. Mais aussi, quelque part, c'est les proches aussi qui préparent à toutes les épreuves, d'ailleurs, en tant que telles. Donc, on sait qu'on est prêt quand, justement, on arrive sereinement à l'épreuve. C'est ça, surtout. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tu aurais des tips, vraiment des conseils ultra efficaces pour réussir le DCG? Tes meilleurs conseils? C'est le premier des conseils, donc c'est de revenir sur la priorité, ça reste le diplôme, donc de se focaliser sur la construction des épreuves, comment sont les règles du jeu, c'est ça surtout, comment se construisent les épreuves. Il faut pas découvrir l'épreuve le jour de l'épreuve. On découvre un sujet, ça c'est clair, mais les règles du jeu, on les connaît. On sait que sur telle ou telle épreuve, il va y avoir des cas pratiques. Sur telle épreuve, il va y avoir des questions de cours. Donc quelque part, on est prêt, on sait ce sur quoi on va être ce sur quoi les questions vont être posées. Ça, c'est la plus grande préparation, elle est là. Et après c'est pour moi un effort sur le long terme. C'est indispensable d'avoir un effort sur la durée, d'avoir des connaissances qui s'acquièrent au fil du temps. Et pas que les 15 derniers jours de l'épreuve. Oui, bien sûr. Comment on fait pour savoir ça? Donc toi, j'imagine que c'est tes profs qui t'ont expliqué tout ça. Et donc c'est en ça aussi que des profs, c'est important parce qu'ils connaissent les yeux, ils connaissent les examens. Et donc du coup, forcément, ils peuvent en parler et te préparer. Mais quelqu'un qui serait candidat libre, puisque beaucoup de candidats sont candidats libres, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour justement ne pas être surpris et savoir ce qui va leur tomber dessus en termes de format d'épreuve? Le premier, je mettrais 3 conseils. Le premier, c'est d'identifier le programme, finalement, le référentiel de cours. Donc, quelles sont les connaissances qui sont finalement exigées le jour de l'épreuve. Le deuxième, du coup, c'est justement de les voir, ces épreuves, donc de regarder les annales des dernières années, ça c'est aussi indispensable. Et le troisième, c'est le rapport du jury. Dans le rapport du jury, c'est une mine d'or de connaissances, d'informations qui précise justement les difficultés de l'épreuve. Donc il y a un rapport du jury pour chaque session, finalement. Les difficultés de chaque épreuve, les réussites finalement de chaque épreuve, tous les petits tips, on peut les trouver aussi dans ce rapport du jury. C'est vraiment la mine d'or, je pense. Carrément d'accord. Et puis, je suis hyper contente que tu donnes cette triade. Donc, le programme, les annales, le rapport de jury, c'est juste la base. Exactement. Et c'est après, je pense, qu'il faut fonctionner avec des fiches, des flashcards, ces connaissances, les cours. Ça vient dans un second temps, je pense. Est-ce que quand tu étais en DCG, c'est quelque chose que tu as consulté? Où les enseignants, les profs m'incitaient à consulter ces trois socles. Ok, c'est hyper important. C'est vraiment très très important et je pense que pour tous les candidats libres, c'est la clé.
c'est la clé, c'est d'aller voir le programme, de regarder les annales et de lire ce rapport de jury qui fait, comme tu le disais, un état des stats, un état des taux de réussite, une analyse des sujets qui sont proposés et des recommandations. C'est une pépite ce truc. Ok, super clair, on est alignés, c'est cool. Est-ce que tu t'es, dans ta formation, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des impasses? Oui, il y a forcément on ne sait pas tout. Et même quand on devient, même au fil du temps, même avec le DSCG et ODEC, c'est impossible de tout savoir. Donc on fait forcément des impasses. Faut les assumer. Faut se dire, ok, je fais une impasse peut-être sur un bout de connaissance, un bout d'une notion, mais je connais peut-être ce qui gravite autour. Ça peut être aussi voilà, une forme de protection face à justement ce manque de connaissances. Faut pas se limiter à je fais une impasse, c'est tout, je passe à côté. Je pense que non, c'est une difficulté, faut l'assumer. On a des faiblesses comme tout le monde, et on est censé du coup pouvoir se créer une bulle, une protection justement face à ça. Ok, très bien. Ok. Qu'est-ce que on pourrait voir encore? Donc les impasses, vraiment, c'est important parce que tu vois, là, cette année en DSCG, beau sur le lieu juridique, beaucoup d'étudiants ont dit « Ah, mais c'est pas normal, c'est tombé ici, c'est pas ça qui est tombé. » Ben oui, vous avez fait des impasses. Ah oui, on a fait des impasses. Et en fait, je constate chaque année que des étudiants font beaucoup d'impasses. Et en fait, ils le paient hyper cher. Donc, ce que tu dis, c'est que, en fait, si tu fais une impasse, c'est sur déjà un bout, donc juste une partie donc, du programme, mais tu en connais tu en connais le socle ou des éléments périphériques. Donc, tu fais pas, par exemple, tu fais pas une impasse sur toute une partie du programme. Complètement. Je prends l'exemple du droit, par exemple. J'ai jamais été passionné par les entreprises en difficulté, ce genre de choses. Après, il y en a que, j'en ai croisé, hein, il y en a, c'est leur passion. Hein. Moi, non. Donc, ok, je savais peut-être pas le fonctionnement d'une procédure de A à Z, mais je savais quand même les grandes lignes. Et c'est ça, en fait, le plus important. Et c'est l'intérêt de la fiche, c'est de faire des grandes lignes. Et au moins, tu connais les grandes lignes et tu auras des éléments de réponse et tu grattes quelques éléments de points. Et donc, tu ne te mets pas trop en danger. De grappiller le quart de point à la question, c'est la façon justement de rebondir. Je suis d'accord. C'est important d'avoir ça aussi en tête. C'est que parfois, il faut aller gratter, chercher des morceaux de points, du quart de point, parce que qu'à force d'accumuler quelques quarts de points, tu finis par faire des points entiers et valider l'épreuve. Donc faire attention, pas d'impasse complète, et au moins connaître sur toutes les parties du programme les grandes lignes, donc de manière à pouvoir grappiller, gratter ces morceaux de points. Ok, très clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le DCG? Non, c'est clairement... C'est clairement ça. Donc, je te propose qu'on passe au DSCG et que tu nous expliques pourquoi déjà tu as choisi le DSCG plutôt que le Master CCA, par exemple. Dans mon cas, c'était, on faisait le DSCG dans le même établissement, littéralement, la porte d'à côté presque, que le DCG. Donc je me suis pas non plus trop posé de questions. Les enseignants étaient même les mêmes, hein, au DCG comme au DSCG. Donc je me suis pas trop posé de questions sur la réalité du Master CCA même. C'était naturel. Exactement. Est-ce que le fait que ce soit tes profs de DCG que tu allais retrouver en DSCG, est-ce que c'était important pour toi? C'est une forme de confort, ça c'est clair. C'est même eux qui incitaient d'ailleurs à poursuivre après. Donc c'est surtout aussi grâce à eux que finalement la filière continue. Ok, donc on les remercie. Oui. Très bien. Donc ça, je pense qu'effectivement, et c'est important parce que les profs, tu peux compter sur eux, ils t'ont accompagné avec succès sur le DCG, tu as confiance en eux. Pourquoi se mettre dans une situation d'inconfort alors qu'en fait, tu as tout à portée de main et donc tu sais que ça va le faire aussi sur ce master.
Exactement. Et aussi, enfin, moi, ce que j'avais aussi, je connaissais quand même le master CCA, en tout cas post-DCG. Ce que j'apprécie dans le DSCG, c'est que c'est un diplôme d'État. Donc, l'épreuve est la même partout en France. Les résultats donc sont les mêmes partout en France. La valeur du diplôme est la même. Donc c'est pareil pour le baccalauréat, c'est pareil pour le DCG d'ailleurs. C'est une force aussi ça. Donc je veux pas dénigrer par là le master CCA, loin de là. Mais entre les deux en tout cas, il y en a un qui est très homogène à l'échelle du coup de la France. Et c'est bien le DSCG en tout cas. Je suis entièrement d'accord. Je suis complètement, mais vraiment alignée. Je trouve que c'est hyper important de le rappeler. C'est un diplôme d'État. Et tu as un DSCG où que tu l'aies, c'est le DSCG. Et c'est pas le DSCG de telle université ou de je ne sais pas quoi. Et non, il n'y a pas de classement de DSCG parce que c'est national. Et donc voilà, donc c'est la même valeur pour tout le monde, c'est homogène. Et les épreuves sont les mêmes pour tout le monde. Donc du coup, il n'y a pas d'inéquité ou de trucs un peu particuliers. Et alors, ça le rend plus difficile aussi. Mais et c'est ce qui en fait sa force, sa valeur, son supplément de valeur. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Alors, du coup, je suis peut-être pas objective parce que je suis à fond sur ce diplôme et je lui reconnais vraiment ses qualités exceptionnelles. Mais c'est pour ça, et ça, c'est une garantie vraiment de valeur, d'équité, de diplôme équitable. Ouais. Et je trouve aussi que, bon, il faut bien sûr avoir le DCG pour pouvoir passer le DSCG ou avoir un autre master pour pouvoir, mais la porte d'entrée, elle est aussi la même pour tout le monde. Et ça, je trouve que c'est aussi très important et c'est très républicain et j'adore ça. Alors, du coup, ce DSCG, tu l'as fait en initiale, en alternance? En alternance. Ah, on bascule sur l'alternance. Alternance, entreprise ou cabinet? En cabinet. Comment tu as choisi ton cabinet? C'est tout simplement l'un des cabinets dans lesquels j'ai fait un de mes stages en fait, du DCG. Donc c'était le dernier des 2 stages du DCG. Je l'ai fait dans un cabinet qui à la fin m'a proposé du coup un contrat concomitamment avec la fin du DCG. Donc je me suis retrouvé voilà, en alternance dans ce même cabinet à préparer le diplôme. Ok. Qu'est-ce qui est important pour toi, enfin selon toi, dans le choix d'un cabinet pour faire son alternance? À quoi faut-il faire attention quand on est en DSCG, qu'on va faire son alternance et qu'on a cette épreuve devant soi? Je reviens du coup à la même notion que tout à l'heure. Il faut savoir du coup hiérarchiser les priorités, il faut savoir se donner les moyens pour le diplôme et non pas uniquement pour l'entreprise. Je ne veux pas dire par là que l'entreprise est dans un second plan par rapport au diplôme, mais presque. C'est-à-dire que le choix de l'entreprise est presque, enfin, moi je le mets presque au même niveau ou presque secondaire par rapport au diplôme. On choisit une entreprise parce que déjà l'entreprise veut bien de nous aussi. On est en alternance, on sait que on va apprendre, ça c'est une réalité. Donc si déjà on nous donne énormément de responsabilités, on sent qu'on va nous donner énormément de responsabilités avant même d'arriver dans l'entreprise, ça je pense que c'est un alerte rouge. En tout cas ça me donnerait pas envie d'y aller pour préparer le diplôme, parce que la priorité reste le diplôme. C'est voilà, c'est un des, en tout cas des facteurs. Après, je pense que il y a quelque part, il y a un aléa moral. On ne sait pas ce qui va se passer avant même avant même la conclusion du contrat. T'as balancé aléa moral et je me dis, toi t'es fait pour être prof, pour balancer des mots comme ça. C'est vraiment tellement des trucs vraiment de cours et c'est trop cool, ça fait plaisir. En fait, pour la prof de mana que je suis, d'entendre aléa moral dans Je pensais pas que juste un mot vocabulaire allait changer. Ah, si, t'es fait pour être prof, c'est sûr. Alors, on en parlera tout à l'heure. Mais alors, j'aimerais que tu nous parles aussi. Enfin, donc, je suis d'accord avec toi. On n'oublie pas de hiérarchiser. Parce que, alors, il y a des étudiants, je vois, qui vont tout donner, qui vont s'engager fortement dans leur mission professionnelle, ce que je comprends totalement, et qui, à un moment donné, ne vont plus pouvoir gérer ou pas suffisamment la partie scolaire
et qui donc vont être en difficulté sur le diplôme et donc vont réussir professionnellement sans aucun doute, mais ne pas valider le DSCG alors qu'en fait, ils avaient toutes les chances normalement et toutes les capacités pour. Et je trouve que, personnellement, je trouve que c'est une erreur. Pour moi, c'est la plus grande erreur, c'est de pas de pas avoir hiérarchisé ses priorités, d'avoir alors c'est tout à leur honneur d'avoir réussi du côté de l'entreprise, c'est parfait. Je pense que d'ailleurs même leur employeur peut être très fier d'eux, mais en fait si au bout des 2 ans le DSCG reste invalidé, ça reste entre guillemets un échec, pas trop dire mais quand même. Donc la difficulté, ça reste toujours la même, hein, et c'est la même aussi pour le deck, hein, c'est de savoir mettre vraiment le curseur du bon côté. Exactement, le curseur au bon endroit, vraiment. Vraiment, c'est très important et je pense qu'il faut que les candidats de la filière qui sont en alternance ne le négligent pas et ne le perdent surtout jamais de vue. Et que le diplôme, c'est la porte d'entrée pour la suite. Et à sacrifier le diplôme, à un moment donné, on va se retrouver bloqué. Donc, être extrêmement vigilant sur l'importance des diplômes. Enfin, oui, de nos diplômes, là. OK. Quand tu as choisi ce cabinet, est-ce que tu as fait attention, est-ce que ça a été pour toi important, l'environnement numérique de travail? Pas forcément. Alors après, oui, je pense que avec du recul, je m'attacherai beaucoup plus à un environnement, en tout cas confortable de travail, qu'il soit numérique ou autre, hein, d'ailleurs. Mais oui, ça fait partie des critères, je pense, bah, d'ailleurs comme n'importe quel contrat de travail, hein, finalement, de se sentir bien là où on travaille, finalement, presque les 2 tiers du temps d'ailleurs. Oui. Moi, je dis aux étudiants, posez des questions sur l'environnement. Parfois, juste, aurez-vous votre propre poste de travail? Parce que parfois, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, les étudiants ne l'ont pas. Et je leur dis, posez des questions, d'abord pour manifester votre intérêt, mais en compta, il y a beaucoup de techno quand même, beaucoup de logiciels, de progiciels, etc. Et je dis, posez des questions, c'est important. Un cabinet qui est, je trouve, hyper en avance ou qui a vraiment réfléchi à son infrastructure numérique de travail, moi je trouve que c'est plutôt un très bon signe qui est envoyé sur le souci d'accompagner, de donner un environnement positif, formateur aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper important. Peut-être que je me trompe, hein. Ah si, complètement, d'avoir mais après, voilà, c'est toujours pareil, avant même d'arriver dans l'entreprise, on ne sait pas forcément, la façon dont sont utilisés les outils, on ne sait pas s'il y en a beaucoup ou très peu. C'est aussi toute la particularité avant la conclusion du contrat de travail, finalement. Ok. Est-ce que, alors toi, tu étais en contrat d'apprentissage, De professionnalisation, de professionnalisation? Ok, ok, qui sont frères jumeaux, hein, si on peut l'appeler comme ça. tout à fait. Et pourquoi c'était un contrat pro et pas un contrat d'apprentissage? Dans l'établissement dans lequel je fonctionnais, voilà, tout le monde avait à peu près le même. Format de contrat qui était proposé. Ok, je comprends. Très bien. Alors, on va rentrer dans le DSCG maintenant. Dans le DSCG, il y a 2 UE. Waouh! Ah, tout le monde en parle. Ce sont bien sûr celles qui n'ont aucune équivalence. Voilà, donc tout le monde doit les passer. L'UE 1 et l'UE 4. Pour toi, quelle est la pire des deux? C'est difficile à dire parce que les deux ont ces niveaux de difficulté. Donc, moi, je mettrais en premier le droit, l'UE1. De par sa quantité d'informations à connaître. Je pense que c'est vraiment ça. L'UE4 qui est beaucoup plus pratique, on peut, est toujours structuré à peu près de la même manière, hein, on peut l'appeler comme ça. Donc on sait à quoi s'attendre à peu près, en tout cas. Que l'UE3, en fait, le programme est très très large et c'est la plus grande difficulté, je pense. Moi, je dis qu'il est tentaculaire, ce programme. Je le trouve vraiment, pour le connaître un peu, je trouve qu'en fait, c'est presque une histoire sans fin. Tu commences un truc, allez, hop, et vas-y, et un deuxième contrat, et un troisième contrat, et un quatrième contrat, puis tu arrives au 10e contrat, ok, et après on va continuer. Et en fait, c'est vraiment, tu t'aperçois, et plus tu avances, plus tu te dis qu'en fait, il reste encore tellement de chemin à accomplir, et effectivement, c'est difficile. Et quels sont toi tes conseils par rapport à ce côté très volumineux de l'UE 1 pour avoir le plus de chances de gagner des points là?
Ben, je reviens du coup à la première phrase du référentiel. Le DCG doit être acquis finalement. Donc la première des forces, c'est de connaître, de se refaire peut-être même les annales des épreuves juridiques du DCG. On voit souvent des questions du DSCG qui finalement auraient pu être posées à des épreuves du DCG. Donc je pense que voilà, le socle de base, c'est d'avoir cette notion finalement niveau licence. Et après, dans un second temps, finalement, souvent, le DSCG est finalement la continuité des contrats qu'on a vus se former en UE, en UE, exactement. Donc, la quantité de nouvelles connaissances à avoir est finalement réduite, vu qu'on sait comment se forme un contrat, et après, c'est que des déclinaisons de la même notion. Donc, ce qui veut dire que c'est hyper rassurant ce que tu dis. Quand on a bien travaillé son DCG, on a déjà fait une partie du travail du DSCG. J'aurais tenté même de donner un volume, c'est de se dire, je pense que presque la moitié du travail est fait, je pense presque. Donc, ce qui veut dire que quand on rentre en DCG, on gère ses UE juridiques dans la perspective de la poursuite, avec l'idée, je passe pas mon UE de DCG, mes UE juridiques, pour mes UE juridiques, je les passe et surtout j'accumule ces connaissances parce que je vais en avoir à nouveau besoin en DSCG. Ok, très clair. Fiche ou pas fiche? Plutôt fiche, mais encore une fois, pas sur tout, pas sur à son image. Ok, très clair, ça marche. Fiche à son image. Ok. Et l'UE4? Alors ouais, voilà, l'UE4 est beaucoup plus pratique. C'est toujours la même chose, hein. On sait qu'il va y avoir des questions de consolidation, des questions de fusion, des questions d'audit. Donc on sait la structure de l'épreuve, ça revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure, on sait les règles du jeu finalement de l'épreuve, et c'est toujours la même chose, de connaître les bases, le fonctionnement, le périmètre de consolidation, si je reprends des notions, ça fait partie du socle, et après c'est encore une fois que des déclinaisons de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc la difficulté reste dans la mise en pratique de chaque exercice, et là pour le coup, faut pratiquer. Ok, donc là, le meilleur conseil, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Comment est-ce que tu as fait pour pratiquer beaucoup? Tu as utilisé quoi, toi, pour bosser? Moi, j'ai utilisé on va dire deux sources. C'est des bouquins, hein. Donc les Duno, les Nathan, les Fouché sont plutôt bien construits, je pense, avec des exercices corrigés à l'intérieur même de l'ouvrage. Et j'ai aussi utilisé les annales, hein, tout simplement, avec du coup l'annale corrigée pour m'auto-évaluer, m'auto-corriger. Ok, très bien. Donc, une base qui est un éditeur. Du coup, tu as parlé de Fouché, Duno, Nathan. Tu as pris les trois? Oui, on va dire chacun, je trouve, a sa particularité, ses forces et ses faiblesses. Donc oui, je pense avoir utilisé les trois. Alors ça remonte un peu, mais oui. Ok. Donc, tu t'es beaucoup entraîné quand même. Après voilà, je me suis donné les moyens aussi, je pense, pour l'avoir. Je sais pas combien coûte un bouquin parmi les trois, une trentaine d'euros peut-être. Tu as des bibliothèques, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Puis même 30 euros pour un an. Voilà, si on fait 30 que divise 12 mois ou même 10 mois, ça va. Ça va, ça fait 3 euros par mois. C'est pas l'investissement le plus important de notre vie. Je suis d'accord. Tu as sorti quelle note en UE1? J'ai sorti en UE1 14,25. Mhm, pas mal. Ouais. Et en UE4? 14,5. Ok, donc en fait, tu préfères le quanti, Oui. mais comme en DCG, tu es hyper régulier et tu as validé les deux UE avec la même note pratiquement. Alors après, je pense qu'il y a aussi souvent un facteur chance, hein. Je pense aussi, hein, dans toutes les épreuves, hein, aussi, hein. Donc je me souviens aussi beaucoup de l'épreuve d'après. Enfin, en fait, même après avoir réussi cette épreuve de droit, j'ai regardé la suivante. Je me suis dit, mais j'aurais jamais pu répondre à toutes ces questions. Donc on a ses forces, ses faiblesses, toujours pareil. Et on a aussi un facteur chance qui fait que je pense on réussit ou non l'épreuve. Ok, facteur chance parce que tu penses que les questions qui sont tombées l'année de ta session... Était en ma faveur, je pense. Ok. Et ça, tu dis pour l'UE1 ou l'UE4 ou pour les deux?
Je pense que ça a plus d'impact en UE1 du fait voilà, du programme tentaculaire bien décrit. Pour l'UE4, comme c'est beaucoup plus de la pratique, c'est, je pense, moins impactant. Même si je pense que c'est toujours une réalité, hein, mais peut-être avec une volatilité peut-être réduite. Et tu as dit qu'en DCG, tu avais eu 14 de moyenne à peu près. Là, a priori, tu vas faire la même chose en DSCG, si je comprends bien. C'est voilà, à peu près, peut-être plutôt dans les 13 et quelques. Bon, pareil, allons-y, allons-y. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut maintenir le même niveau de réussite en DSCG qu'en DCG. Oui, complètement. Ok. Et en étant en alternance. Ok. Quelle est la clé du succès? Alors là, pour le coup, moi j'ai vu cette dichotomie, cette différence entre le DCG et le DSCG où j'étais en formation initiale. La clé de succès, c'est bien sûr de prioriser l'épreuve. Et donc, l'échéance arrivant, enfin en tout cas, moi dans l'établissement dans lequel je me situais, on avait presque que des cours les dernières semaines avant l'épreuve, ce qui est pas plus mal parce que finalement les connaissances sont beaucoup plus fraîches à sortir pour le jour de l'épreuve. Voilà, l'idée c'est d'être prêt. Bien sûr, il y a l'été parce que si je récapitule, le DSCG est en octobre, fin octobre, hein, avec l'oral peut-être qui est un petit peu différent, mais voilà. L'idée c'est d'être prêt déjà, je pense, avant l'été, pendant l'été, ce qui constitue finalement la principale source de connaissances. Et après, c'est que du sprint. Donc, finalement, on est sur un marathon qui se décompose en un sprint final et une grandeur d'épreuve. Ok. Ok. Donc toi, tu as eu des cours jusqu'à une semaine, 2 semaines de l'épreuve. Quelque chose comme ça, oui. Et toi, est-ce que tu as été un étudiant assidu? Est-ce que tu as été en gros à tous les cours? Ah oui. Oui, oui. Moi, je constate qu'il y a quand même de l'absentéisme, ce qui, je pense, est corrélé à l'échec. Pour moi, plus tu es absent, plus tu cours des risques d'échouer. Mais bon, après, je suis prof, donc forcément, je trouve que l'absentéisme est vraiment un gros, gros danger. Et est-ce que, effectivement, et je me dis que plus tu es présent en cours, même à la veille de l'examen, plus tu as de chances de réussir. Je pense que ouais, la corrélation est observable, hein. Ça, c'est une évidence. Après, voilà, ouais, je suis complètement d'accord. La réalité, c'est que d'être déjà présent en cours, c'est déjà un effort. Donc, de faire cet effort-là, quelque part, ça permet, ça construit en tout cas une partie des points, je pense, oui, pour les épreuves. À combien tu estimes, dans le succès d'une UE, le fait d'avoir été en cours? Tu vois, moi, parfois, je dis, quand tu es en cours et que tu écoutes le cours, que tu suis le cours, que tu participes au cours, tu as fait X% du boulot, en fait. Toi, tu estimes ce X% à combien? À peu près la moitié, peut-être, enfin, dans cet ordre de grandeur. Qui est quand même beaucoup. C'est-à-dire, en quelques heures, tu as fait 50% de l'ensemble. Bon, c'est pas mal, en fait. Comme il te reste encore pas mal d'heures. C'est peut-être qu'en fonction des épreuves, c'est peut-être différent. Mais oui, enfin, d'être venu à tous les cours, c'est déjà une sacrée force. Il nous reste donc 3 autres épreuves écrites, la 1 et la 4, donc là c'est les stars du DSCG. Il y a donc l'UE de MSI, l'UE de finance et l'UE de MANA contrôle de gestion. J'aimerais bien qu'on commence par MANA contrôle de gestion parce qu'elle a coef 1,5 comme les deux autres. Comment tu la trouves cette épreuve-là? Je la trouve, on va dire très floue. Encore une fois, si je fais la comparaison avec l'UE4, où on sait précisément ce qui va tomber à la question près, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus flou, beaucoup plus difficile à identifier pour le candidat, pour l'étudiant. Donc, comment se préparer à ça, si ce n'est que par voilà, toutes ces théories à connaître, toute cette pratique sur le contrôle de gestion à avoir, c'est délicat. Souvent, on identifie l'UE1 et l'UE4 comme les plus compliqués. C'est pas forcément le cas, je trouve. Je suis assez d'accord. Moi, même les étudiants me demandent ah, mais qu'est-ce qui va tomber? Quel conseil?
je dis en UE3, je ne peux rien dire. Parce qu'à chaque fois, ces pochettes surprises, on a des questions parfois venues d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. L'année suivante, c'est plus les mêmes. Et puis, dans 2 ans, ça sera exactement les mêmes que celles qui sont tombées quelques années avant. Et en fait, illisible. Pour moi, c'était illisible. Ouais, complètement. Et moi, je me souviens avoir eu l'épreuve. Alors, je sais plus si, enfin, donc c'est management / contrôle de gestion, hein. Je sais plus si c'était quasiment full management ou full contrôle de gestion. Donc, presque le curseur était presque à un extrême ou à un autre. Et donc, encore, on serait à peu près à la moitié tout le temps. On aurait plutôt une vision de ce qui se passe. Là, c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas. Là, la réforme arrive et le curseur a déjà bien bougé lors de la dernière épreuve. Donc, je pense que le message est posé, c'est on rééquilibre largement au profit du contrôle de gestion, puisqu'effectivement, le management était devenu hyper dominant dans l'épreuve, effectivement. Et puis, bon, on a bien vu les premiers jets des programmes sont sortis, et donc l'épreuve s'appelle désormais contrôle de gestion et stratégie. Donc, le message est passé. Mais effectivement, on a eu des épreuves où on se disait « Waouh !» Alors, c'était un peu, effectivement, surprenant. Et donc, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas oublier aussi qu'elle est à coef 1,5, donc aussi important. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut avoir un impact très fort sur la réussite comme sur l'échec. Il y a une épreuve qui fait hyper peur, enfin, je crois, c'est l'UE de finance. Toi, comment tu t'es senti sur cette UE de finance ? Je me suis senti... oui, alors... en tout cas, à chaque question, pareil, on a son lot de difficultés. C'est... Oui, je comprends qu'elle soit beaucoup appréhendée. C'est délicat d'être prêt sur cette épreuve de par... Enfin, il faut avoir cette logique financière qui est différente de la logique comptable, qui est du coup, pour le coup, bien centrée sur l'UE4. Cette logique financière, elle est peut-être difficile à avoir. Et donc, de bien avoir en tête ce fonctionnement des flux de trésorerie actualisés, de bien avoir en tête les outils, entre autres aussi la calculatrice, de savoir utiliser sa calculatrice quelque part aussi, ça fait partie du fonctionnement de l'épreuve. Je comprends qu'elle soit compliquée. Ok. Parce que du coup, on a eu, c'est vrai, des épreuves un peu en dents de scie. Les étudiants disent que le programme est quand même très lourd, très pointu, et qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler avec parfois des résultats qui sont un petit peu aléatoires. Très volatile, je pense. Il faut avoir cette capacité, peut-être, parfois, à prendre du recul. Et ça, on le voit surtout dans la vie professionnelle, mais quelque part aussi dans cette épreuve, de savoir prendre du recul sur la vision financière de l'entreprise. Dans cette épreuve, c'est délicat parce qu'on a été formé du point de vue scolaire. Donc on est peut-être un peu déconnecté de cette vision-là. Et donc de prendre du recul, de connaître le fonctionnement de cette épreuve, c'est une grande difficulté. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, si. Quels sont tes conseils sur cette UE ? Comment est-ce que tu conseilles de se préparer pour l'UE de finance ? C'est pour moi le même fonctionnement de préparation que l'UE4. Ça, on est sur plutôt quantitatif quand même. Donc, par des exercices, par de ce fonctionnement, ce mode de fonctionnement. Mais c'est cette prise de recul, j'ai énoncé un peu tout à l'heure, qui est difficile à avoir par exercice. Donc là, pour le coup, il faut vraiment, je pense, c'est une façon de lire l'épreuve, le corrigé de l'épreuve qui est différente, parce que forcément la prise de recul d'une entreprise, des comptes d'une entreprise, elle est différente, que ce soit selon l'environnement de l'entreprise, selon ce que dégage l'activité de l'entreprise. Donc cette prise de recul, on peut l'avoir presque qu'avec la pratique. Donc là, je pense que pour le coup, il faut se référer à la mise en pratique du métier. D'accord, ok. On a donc une autre épreuve écrite, MSI,
qui est considéré plutôt comme facile, abordable, puisque le taux de réussite est quand même assez élevé par rapport aux autres. Donc tu confirmes que c'était plutôt facile? Voilà, oui, je confirme que c'est quand même plutôt facile, abordable en tout cas, Ok, ok. Donc c'est une UE sur laquelle on peut compter pour gagner des points par contre. par exemple. Je pense que c'est dans des stratégies d'épreuve, alors après on peut décliner plein de façons de réussir son DSCG, mais même si on a son équivalence de passer l'épreuve, ça peut être une force en tout cas pour justement euh, gagner des points sur une épreuve qui est moins réussie. Il y a une autre épreuve assez emblématique du DSCG, c'est l'UE7 mémoire professionnelle. Est-ce que donc toi, comment ça s'est passé cette épreuve? Comment tu t'y es pris déjà le sujet? Donc le sujet, on essaye on est dans cette mise en pratique, dans son contrat de professionnalisation et d'alternance, on essaye de se dire sur quoi je peux me focaliser dans le cadre de la rédaction d'un mémoire. La naissance du sujet, c'est quand même via l'agrément. Donc on essaye d'identifier, voilà, si ce n'est un sujet, au moins un thème, je pense, dans la création de la fiche d'agrément. Et c'est sur ce thème qu'on essaye de décliner, en tout cas, une problématique, un sujet. Donc finalement, je pense qu'un peu comme un entonnoir, on part peut-être de quelque chose assez généraliste et on se dit, je vais peut-être me mettre sur un pan de ce thème et l'exploiter, identifier une problématique d'abord et l'exploiter. Donc là, me concernant, c'était sur un thème de l'immobilier qui était relativement souvent traité, mais pour le coup, où il fallait identifier, comme tout mémoire, une problématique et l'exploiter. Et donc c'était bien sûr une thématique en rapport avec ton activité professionnelle. Oui. Donc où j'ai pu mettre en pratique effectivement ce que je présentais en tout cas dans mon mémoire. Ok. On dit que sur cette UE, il faut 200 heures de travail. Mythe ou réalité? Non, réalité. Réalité, c'est pas 200 heures bien sûr en continu, ça c'est une évidence, mais c'est peut-être au début en pointillé, dans la recherche du sujet, quelque part, ça fait partie pour moi de ces 200 heures, et dans la construction de la notice, dans la rédaction en tant que telle, c'est là où on voit effectivement, je pense, au moins le volume le plus important de travail. Ok, quels sont tes meilleurs conseils sur cette UE7 de DSCG? Là, on est sur une épreuve qui se différencie des autres parce qu'elle s'étale vraiment sur la durée dans sa conception. Et il n'y a pas vraiment de connaissances en tant que telles à connaître. Normalement, les connaissances qui sont portées dans le mémoire, on les a à peu près au moins acquises par l'intermédiaire d'autres épreuves. Donc, la difficulté, c'est d'être régulier dans sa production. C'est pour moi une grande erreur de se dire je vais rédiger ça à fond pendant 2 semaines et après je vais plus m'y mettre et après je vais me remettre dessus. Enfin, je pense que c'est terrible parce que de se remettre après 2 semaines où on n'a pas avancé sur le sujet, c'est hyper délicat. Donc au moins par dose homéopathique, de continuer cette épreuve, d'aboutir à la finalité de cette épreuve. Donc c'est quand on doit déposer fin août, je pense, son mémoire, si ce n'est début septembre. Donc c'est pas les 15 derniers jours d'août où tout se joue, c'est clairement pas. C'est vraiment sur la durée, depuis le dépôt de la notice, et je pense que l'important, c'est d'abord la notice. Il y en a qui identifient la notice comme finalement presque le plus important que la rédaction en tant que telle. Peux-tu nous parler de ton oral de l'UE7? Comment tu t'es préparé et comment ça s'est passé? Alors, on se prépare, il y a un monologue. Donc, le monologue, ce discours qu'on doit porter à l'arrivée du candidat, il faut le connaître. Donc ça fait partie de la préparation, ça c'est une évidence. Et une fois sur place, moi je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, donc, moi c'était mon cas, un expert comptable, un universitaire. On arrive facilement à les identifier d'ailleurs parmi les deux. Et souvent, voilà, l'expert comptable a cette vision beaucoup plus pratique du sujet qui est traité, et l'universitaire beaucoup plus sur des notions de formalisme peut-être, pas que formalisme bien sûr, mais plutôt théorique.
Si Première partie, revue de littérature. entre autres, et puis la façon dont on a exploité les résultats de son questionnaire ou ce genre de choses. Donc, enfin voilà, chacun a ses questions. Et donc, il faut savoir finalement porter la bonne réponse à chaque fois. Et donc là, pour le coup, c'est hyper difficile à se préparer parce qu'on ne sait pas, du coup, bien sûr, les questions qui vont être posées. Mais quelque part, on sait déjà à la lecture de son mémoire quelles sont ses forces et ses faiblesses. Et on sait peut-être presque aussi savoir quelles questions ils vont poser. Et donc, d'anticiper les questions de ce jury, de ces deux personnes, que ce soit du coup celui qui a la partie pratique et celui qui a la partie un peu plus théorique de son domaine, c'est déjà une super force. Donc, en tout cas, moi, c'était mon cas pour l'une de mes épreuves, en tout cas, mon mémoire de DEC, c'était que la première question qui a été posée, je savais exactement, presque au mot près, qu'il allait la poser. Donc là, c'était pas tout à fait mon cas au DSCG, mais quelque part, j'avais à peu près les grandes lignes, et c'est une force. Ok, très bien. Donc, dans la préparation et l'anticipation par la préparation. Exactement. Ok, très clair. Et je suis complètement d'accord. Je trouve que ce sont d'excellents conseils et d'excellents retours d'expérience. Ouais, c'est top. Sur cette UE7, est-ce que, au-delà de ce qu'on vient de dire, tu aurais un dernier conseil à donner aux candidats qui viennent là de déposer leur notice, qui doivent donc stresser en attendant le retour d'agrément? Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner là? Déjà un agrément, donc s'il est refusé, il y a certainement plein de raisons qui font que l'agrément est refusé. Donc de prendre en considération déjà le retour de ce refus, c'est déjà voilà, une super étape. S'il est accepté, ben, tant mieux. Alors là, du coup, il y a un autre chantier qui s'annonce, c'est la rédaction. Mais tout ne se joue pas, encore une fois, sur la rédaction. Et comme tout ne se joue pas non plus le jour de l'oral. Donc finalement, d'avoir réussi son agrément, déjà, c'est une victoire. Et de le préparer, en tout cas de l'avoir rédigé déjà de manière bien construite, de manière régulière jusqu'à son dépôt, c'est déjà un super effort en tout cas. Arriver le jour de l'oral, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête exactement, c'est d'anticiper ce que l'autre va dire, va poser comme question, et de savoir comment réagir. C'est surtout ça aussi le plus grand conseil que je peux. Je te demande ta note à l'UE7. J'ai eu un 11, un peu moins régulier, mais. Déçu ou pas déçu? Non, c'était mérité. C'était mérité. J'ai pas. J'ai rédigé comme je pouvais mon mémoire et j'ai eu les questions qui me mettaient justement, que tout le monde m'aurait posé à la lecture de mon mémoire. Donc, non, c'était complètement mérité. Mais voilà, après réflexion, je me dis, bah non, j'aurais dû faire autrement pour avoir une meilleure note, ça c'est évident. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dû faire autrement, par exemple? Donc déjà, cette régularité, je pense, dans l'effort qui a été fourni pour la rédaction, ça c'est une première chose. Et de beaucoup plus structurer, en tout cas, mes idées dans la rédaction, justement. Donc souvent, c'est ça, c'est que finalement, on a plein d'idées, on a plein de choses à dire. Des fois, on se retrouve avec 50 pages, on a déjà trop de choses à dire. Souvent, ça fait peur. D'ailleurs, au départ, on se dit, bah non, 50 pages, je vais jamais y arriver. Et au final, on se retrouve à l'autre extrême, de se dire, on n'en a pas assez. Donc, en fait, d'arriver d'un extrême à l'autre, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire que nos idées sont pas claires et qu'il faut justement les structurer dans le cadre de sa rédaction. Je suis tellement d'accord. Ils me disent toujours « Ah, mais 50 pages, c'est impossible et tout. » J'ai dit « Mais ce qui va surtout être impossible, c'est de faire tenir tout en seulement... » Parce qu'en plus, c'est même pas 50 pages vraiment, c'est 2 fois 25, et encore même pas non plus. Mais ça va pratiquement pas tenir, ça va être une vraie difficulté. Alors quand ils me disent « Ah, mais je veux parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça. » Non, mais non, on va pas faire tout ça du tout, c'est impossible. Il faut faire un choix. Voilà, bien poser son choix et on s'y tient. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas voir, c'est une évidence. On n'a pas la place, on n'a pas le temps. Soyons réalistes et faire des vrais choix stratégiques et les tenir jusqu'au bout. Ok. Mythe ou réalité, le DSCG, c'est difficile?
Non, c'est pareil. Comme tout diplôme, je pense qu'il faut se donner les moyens, ça c'est une évidence. C'est pas la même difficulté que le DCG. C'est quelque chose de beaucoup plus qui s'inscrit beaucoup plus sur la durée. Je pense que le DCG est plutôt un sprint, que le DSCG s'apparente plutôt au semi-marathon, voire au marathon. Donc on est sur deux difficultés différentes. C'est, en tout cas, c'est possible, le DSCG. C'est cool que ce soit possible. Merci beaucoup Quentin pour ce témoignage et on va bientôt parler de la suite, l'après DSCG. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!